Le docteur Laurence Camara, candidate aux élections de la Mutuelle des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Elle nous dévoile son programme dans cette édition. 75% de performances enregistrées pour la gestion du parc national du Taï. Le bilan relatif aux activités menées pendant le deuxième trimestre de l'année. Bienvenue, mesdames et messieurs. Dans le mois de septembre prochain, la MUJFC, entendez la Mutuelle des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, va renouveler ses instances dirigeantes. Dr Laurence Camara est candidate à la présidence du conseil d'administration de la Mutuelle. Fort de son expérience en tant que médecin et surtout de sa maîtrise de la maison en tant que deuxième vice-présidente du bureau sortant, Dr Laurence Camara se positionne comme la candidate de la maturité. Tête de liste du groupe Solidité et Égalité, elle compte faire de la MUJFC une référence en matière de mutualité en Afrique. Ce samedi, au Cercle des Rails au Plateau, elle a déployé un programme qu'elle dit ambitieux. Issa Badini. De la vice-présidence à la présidence, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, Dr Laurence Mam Assetou Camara a décidé de la franchir. Candidate à la présidence du conseil d'administration de la MUJFC, Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, c'est un programme ambitieux de 6 points que la native de Frona, dans le département de Katiola, a présenté aux mutualistes et à la presse. Le premier objectif sera celui de promouvoir les valeurs mutualistes. Le deuxième sera d'améliorer l'accessibilité aux prestations. Nous avons bien sûr le troisième objectif qui va concerner la dynamisation à l'accès à l'information. Nous comptons accroître les ressources de la MUJFC et renforcer les capacités socio-économiques des mutualistes. Candidate au compte du groupe Solidarité Égalité, Laurence Assetou Camara dit s'appuyer sur les acquis de la présidence sortante. Partant de là, elle compte promouvoir l'accès à la carte unique intelligente. Faire en sorte que le déploiement de la carte unique intelligente soit une réalité. Plusieurs zones n'ont toujours pas la carte unique intelligente. Mais avoir la carte unique intelligente est importante. Autre vœu de Dr Camara, l'effectivité de la banque de la MUJFC, qui pour elle est tout sauf une utopie. Les attributs, mais c'est une banque. Une banque, ça fait du crédit, ça épargne comme toutes les banques. Et c'est une force, le nombre de mutualistes. Nous sommes au bas mot 350 000 mutualistes. Avec 350 000 personnes, nous pouvons aisément monter une banque. Mariée et mère de 2 enfants, Laurence Camara est médecin, économiste de la santé, formée à Dakar et à Versailles. Elle est en poste à la direction de la formation et de la recherche de la santé. Si elle est élue, elle sera la première femme et premier médecin à occuper le poste de PCA de la MUJFC. Mais pour y arriver, elle va devoir affronter en septembre prochain plusieurs candidats. La salle de la Rotonde de la Cité financière dans la commune du Plateau a accueilli ce samedi l'édition 2021 de la journée de l'expert comptable. La rencontre est organisée par l'Association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable. Conférences et ateliers ont meublé la manifestation. Pierre Tebeu. L'expertise comptable est d'une importance capitale dans la vie des entreprises. C'est ce qui ressort de la 20e édition de la journée de l'expert comptable. Pour le président de l'Association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable AEC-PEDEC, Abdoul Keïta, la tenue de cette 20e édition de la journée de l'expert comptable revêt d'un caractère particulier eu égard au contexte lié à la pandémie de la maladie à coronavirus. Un objectif qui reste celui de la formation pour tous les étudiants. Depuis 2020, nous sommes dans j'ai envie de dire, dans des mutations qui n'en finissent pas. On a eu des conséquences directes et actuellement, nous sommes aux conséquences indirectes. Tout a changé, on s'est adapté. Et la question en fait, qui s'est posée, c'est une entreprise. Comment fait-elle pour résister à cela? Parce que quand on est créé, c'est pour au minimum 99 ans. On ne va pas mourir, ce sont des emplois qui meurent. Donc comment fait-on pour résister? Quels sont les différents moyens pour pouvoir résister à de telles crises? Un contexte qui s'inscrit
comme un autre regard sur la filière de l'expertise comptable. La Covid-19 a mis nos habitudes et nos comportements à l'épreuve. Les étudiants s'interrogent sur la façon dont une entreprise en contexte de Covid-19 peut se comporter pour parvenir à créer de la valeur. Déjà, c'est de bien comprendre la notion de résilience. C'est une notion d'adaptation. Ça veut dire que vous êtes dans un contexte qui est en forte turbulence, qui est secoué, je vais dire, par les événements qui étaient totalement imprévisibles. Et comment en fait cette entreprise l'a fait pour exister. Et aujourd'hui, un élément, je vais dire, de la résilience des entreprises, c'est la façon même dont on a commencé à adresser le marché. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses réunions qui se font de façon virtuelle. Si le contexte n'était pas là, je ne pense pas que cela allait pouvoir se développer. L'État a été sollicité à travers le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État pour intervenir lors de cette JDE sur la question des mesures de soutien à apporter en situation de crise. Il est important justement pour l'État, à chaque fois qu'une crise se manifeste, d'apporter son soutien, d'abord aux entreprises, mais aussi aux populations, pour leur permettre d'amortir en fait les chocs auxquels ils sont confrontés. Rappelons qu'avec la réforme licence master doctorat LMD instituée par décret et arrêté du 22 décembre 2006, l'expert comptable se doit désormais d'être un professionnel multidimensionnel pour mieux répondre aux exigences des entreprises. Cette 20e édition de la journée de l'expert comptable a vu la participation très remarquée des étudiants et de nombreux professionnels. L'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire a récemment organisé la deuxième session du comité de gestion locale du parc national de Taï, patrimoine mondial, réserve de biosphère pour l'année 2021. Le bilan des activités du deuxième trimestre affiche une performance de 75%. Le reportage est signé Abel Kouaou, il est commenté par Nadia Eounoud. Le comité de gestion locale du parc national de Taï est un important cadre d'échange des parties prenantes à la conservation de ce parc composé de 15 membres. Au cours de cette session du comité de gestion locale du parc national de Taï, la direction de zone sud-ouest de l'OIPR a présenté le bilan de ses activités du deuxième trimestre avec une performance de 75%. Mais pour dire que toutes les activités qui étaient programmées sont exécutées conformément à ce qui avait été arrêté comme timing. Mais il faut signaler qu'il faut continuer à maintenir la pression parce que le parc national de Taï, le préfet l'a dit tout à l'heure, c'est le seul espace encore sous protection dans la sous-région. Autre temps fort de la rencontre, la remise par le comité des récompenses du prix vert 2020 d'une valeur de 6 millions de francs CFA aux différents lauréats sous forme d'appui aux villages riverains. 3 meilleurs villages de la périphérie du parc ont reçu les récompenses du prix vert 2020. Notamment les villages de Nyaboya dans le département de Buo, super lauréat qui part avec 3,5 millions de francs CFA. Le village de Doba à San Pedro et enfin le village de Zepobli dans le département de Taï. Ce prix est destiné à récompenser les populations riveraines qui s'impliquent dans la conservation du parc national de Taï pour continuer à améliorer leurs conditions de vie en construisant des infrastructures sociales de base ou autres projets communautaires sur. Et en fait, ces prix sont attribués pour porter un appui aux projets qui sont en cours dans les villages. Et vous avez pu le constater, le premier prix qui est le village de Nyamboya, l'OIP va contribuer à la finalisation d'un certain nombre de travaux d'infrastructures que ces populations ont décidé de mettre en œuvre. Pour dire les activités, s'il faut citer d'autres, on a déjà mis en place des pépinières, comme ils l'ont dit tout à l'heure, les pépinières d'arbres d'ombrage, des arbres fruitiers utiles. Et nous avons aussi un AVCD qui est vraiment formidable. C'est une association qui lutte aussi pour la protection du parc national de Taï. Selon le directeur général de l'OIPR, la valeur du prix vert passera de 10,5 millions de francs CFA cette année avec l'avènement de nouveaux partenaires financiers, notamment le projet d'investissement forestier et le conseil régional de la Nawa. Le parc national de Taï, patrimoine mondial depuis 1982, couvre les régions du Cavali-Guiglo, de la Nawa Soubré et de San Pedro.
Intéressons-nous à présent à la religion avec la cérémonie de remise de diplôme aux 154 étudiants évangélistes de la 23e et 24e promotion de l'école des évangélistes du Living Water Ministries Côte d'Ivoire. Une solennité qui a eu lieu le 17 juillet dernier à Abidjan en présence des formateurs de l'école et autres invités. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Marie Seri. La salle dans laquelle s'est tenue cette cérémonie de sortie a refusé du monde. Les parents, invités et connaissances des 154 récipiendaires ont pris d'assaut le lieu de l'événement. 77 récipiendaires sont de la 23e promotion et reçoivent leur diplôme après 2 années de formation et 77 autres reçoivent pour le moment des certificats et sont de la 24e promotion après une année d'apprentissage. Une cérémonie qui chaque année draine du monde et consiste également pour les responsables à rendre grâce au Seigneur. Faire de toutes les nations des disciples est la mission que s'est confiée la structure et les récipiendaires en sont conscients. Sentiment de joie pour moi aujourd'hui, vraiment c'est une grande joie. Je ne sais comment exprimer cette joie parce que cette grâce-là vraiment a surgi dans ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. La remise de ce diplôme, en qualité d'évangéliste, j'ai pour mission de gagner des âmes à Christ. J'ai pour mission de gagner des âmes à Christ, proclamer le nom de notre Seigneur Jésus, propager l'évangile, être un véritable témoin de Jésus-Christ, comme il a dit dans le des Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Bon, avec ce diplôme, d'abord, en premier lieu, servir le Seigneur, et puis en deuxième, avec ce diplôme, je peux devenir une femme d'affaires. Beaucoup sont appelés, mais peu élus. Ce passage tiré de Matthieu 22 sonne comme une mission d'aller partout convertir les âmes du Seigneur. Cette 23e promotion, on voulait que les gens comprennent que la grâce de Dieu, elle est suffisante pour pouvoir servir Dieu. Surtout la grâce de Dieu. Que de ne pas servir juste pour servir avec nos propres moyens, la force physique, mais de faire usage de la grâce de Dieu qui peut nous propulser à aller plus loin et très rapidement pour atteindre les objectifs qu'on veut. L'orateur principal a développé pendant la cérémonie un passage sur le thème. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains, tiré du chapitre 5, verset 20, à travers lequel il a salué le travail accompli. La cérémonie a servi de cadre pour l'ordination d'un nouveau pasteur dans son ministère. Living Water Ministry a ouvert ses portes depuis 1997 à Abidjan par son fondateur, le missionnaire Foya Moses, de nationalité sierra-léonaise. Elle est une structure de formation biblique qui, jusqu'à ce jour, a eu à former plus de 16 000 étudiants sur le plan national. Nommé le 5 mai 2020, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est le premier évêque natif de Krenjabo. Le nouvel évêque auxiliaire de Boaké a rendu grâce à Dieu à travers une messe d'action de grâce dans son village natal à Krenjabo, dans la sous-préfecture d'Aboasso, en présence de nombreux invités dont des autorités politiques, religieux et membres du gouvernement, mais également en présence de bien de cadres de la région. Le compte-rendu de Pierre Tebeu. Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est un fils de Krenjabo. Le nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitaine de Boaké est revenu sur ces terres célébrer sa nomination comme évêque. C'est sur cet espace transformé en cathédrale qui a accueilli cette messe d'action de grâce. Une messe co-célébrée par les évêques de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Awa, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia, et l'évêque émérite de Grand-Bassam, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé. Parmi les invités, les fidèles de l'Église catholique, les autorités administratives et politiques, les religieux et religieuses, le ministre Dano Paulin, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, tout ce que le royaume de Krenjabo compte comme cadre était présent. Le nouvel évêque Jacques Asanvo Aïwa a rendu grâce au Seigneur de tous ses bienfaits avant de le louer à travers le psaume dans son chapitre 102 au verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a vivement remercié ses parents du royaume du sans-vie pour tout ce qu'ils ont fait pour lui et pour l'organisation de cette messe d'action de grâce. Le prélat a rendu hommage au premier prêtre du sans-vie, feu le père François Atobra. Il fut un grand homme de foi, de patience,
et de persévérance dans le Seigneur. Cet homme, vous l'avez deviné, c'est Monseigneur François Atobra, tonton pour les intimes. Cet homme était mon grand-oncle, l'aîné de ma grand-mère maternelle, Etienne Mohamala Henriette. 41 ans après, le Sanvi compte plus d'une trentaine de prêtres et plusieurs religieuses. 41 ans après, la providence divine vient de susciter dans le royaume Sanvi, en son chef-lieu Grand-Jabo, un évêque à ma modeste personne. Quelle grâce! Oui, quelle grâce! Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia, a recommandé au nouvel évêque de continuer à être ce pasteur attentif, assez attentionné, qui sait être au service de son peuple. Aussi, je suis content parce que vous êtes les premiers fruits de mon travail comme représentant du Saint-Père ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que le fruit est très bon, n'est-ce pas? Le président du comité d'organisation, Dr Eugène Akawele, a loué le mérite de l'évêque et présenté la joie du peuple Sanvi qui donne au diocèse de Bouaké son fils. Le ministre Dano Paulin, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a remis le don du président de la République, un véhicule et la somme de 10 millions de francs CFA à Monseigneur Aïwa pour l'aider dans sa mission. Il a reçu plusieurs autres dons de la part de cadres et d'invités, dont l'ex-première dame Henriette Bédier, fille de la région, ainsi que l'inspecteur d'État Awandoli Théophile, tous présents à cette célébration. Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa est né le 6 janvier 1969 à Krenjabo, département d'Aboisseau, dans le diocèse de Grand-Bassam. Il a été ordonné prêtre le 13 décembre 1997. 5 heures de Marie d'Anyama, il reçoit l'ordination sacerdotale le 13 décembre 1997 pour le compte du diocèse de Grand-Bassam. Il est nommé évêque le 5 mai 2020 par le Saint-Père François. Rendons-nous à Yamoussoukro, où la famille des ingénieurs en travaux publics vient d'enregistrer de nouveaux membres. Après 5 années de formation, 21 étudiants de l'École supérieure des travaux publics de l'INPHB ont accédé au titre d'ingénieur à la suite de leur soutenance de mémoire de fin de cycle devant le jury. Reportage. Ils sont au nombre de 21, les étudiants ingénieurs qui viennent d'obtenir leur diplôme de fin de cycle, tous issus de l'École supérieure des travaux publics ESTP, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, de Yamoussoukro. À l'occasion de cette soutenance, les étudiants ont exposé les travaux de leur mémoire de fin de cycle devant le grand jury composé d'experts et de spécialistes. Parmi les impétrants, d'autres ont exposé sur le réseau routier en Côte d'Ivoire et sur les eaux de drainage. La solution que nous avons eue, c'est de s'appuyer sur une méthodologie qui non seulement permet de collecter les données de façon précise, mais aussi d'avoir un système à la longue qui pourra permettre la gestion totale du réseau routier. Les travaux ont porté sur les études de drainage et de l'assainissement. Ils ont consisté à proposer un système qui allait gérer les eaux usées issues des ménages et les eaux pluviales. Vu la qualité du travail et les moyennes obtenues par les différents impétrants, le président du jury a fait des recommandations à ces derniers. Le choix du sujet doit permettre à l'étudiant de démontrer sa contribution personnelle par rapport à ce qui existe et par rapport aux problèmes posés. Pour avoir un capital humain performant et de qualité, la direction de l'École supérieure des travaux publics a apporté des innovations au niveau de l'école. Pour cette année, l'innovation principale, c'est qu'on a donné l'opportunité à 10 élèves donc, de l'École supérieure des travaux publics, en faisant donc 7 semestres, d'obtenir à la fois le diplôme donc, de l'ESTP, mais également donc, le master en travaux publics maritimes de l'Université de Nantes. Au cours de cette soutenance, les meilleurs travaux de fin d'études ont été récompensés par le cabinet de conseil et d'expertise Terabo. Cet élément de Charles Kouakou, commenté par Walter Kofi, met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à toutes et à tous.